Au sommaire de ce JT, interview d'Alfredo Cantarino, manipulateur qui avait reçu le prix de la meilleure présentation en 2016 au JFR et qui revient sur ses travaux. Également, un premier point des JFR avec Jean-François Médère, président de la Société française de radiologie. Le JT de la radiologie. Je suis en duplex avec Alfredo Cantarina. Alfredo Cantarina, vous êtes manipulateur au CHU Bicêtre de la PHP. En 2016, votre présentation a été élue meilleure présentation lors des JFR. Et cette année, vous êtes revenu, 5 ans après, sur les travaux que vous aviez présentés en 2016 pour voir quels ont été les résultats. Tout à fait. Donc, cette présentation en 2016 portait sur l'angioscanner des artères pulmonaires chez la femme enceinte. Nous avions eu des résultats déjà très prometteurs. Nous avons continué à travailler donc, pendant ces 5 ans. Et cette année, j'ai refait un petit topo pour faire un retour d'expérience autour de cette optimisation de ce protocole. Alors, en premier, voilà, quel était le problème mis en évidence lors de la présentation de 2016? Voilà, alors c'est un problème qui est assez récurrent et qui est internationalement reconnu, qu'il est difficile de réaliser un angioscanner des artères pulmonaires chez la femme enceinte ou en postpartum pour différentes raisons qui sont dépendantes de ses spécificités physiologiques. Les résultats étaient très mauvais, hein. Tout à fait. Dans les publications internationales, on retrouvait des taux d'échec des examens sous-optimaux, comme on dit, qui pouvaient aller jusqu'à 36% des examens. Donc, ça veut dire qu'un tiers des examens réalisés chez les femmes enceintes n'étaient pas contributifs et ne permettaient pas aux radiologues d'éliminer l'embolie pulmonaire. Alors, vous, en quoi consistait votre travail? Alors, en échangeant avec les médecins, en me reportant sur les publications et les conseils qu'apportaient les publications sur les gens qui avaient déjà travaillé sur cette problématique, il en est ressorti 3 points importants, qui étaient le fait que le volume de la femme enceinte est supérieur au volume d'une femme non enceinte du même âge, le volume sanguin, pardon. Elle a un débit cardiaque et un rythme cardiaque aussi plus élevé. Et donc, ces conditions physiologiques faisaient que ça amenait ce qu'on appelle une dilution hémodynamique du produit de contraste. Donc, il fallait agir sur ces points-là spécifiquement. Donc, vous avez agi sur ces points-là et quels ont été les résultats alors? Alors, en augmentant, donc pour se mettre en phase, on va dire, avec ces conditions physiologiques, nous, on a augmenté un tout petit peu le débit d'injection du produit de contraste. On a démarré nos acquisitions un peu plus précocement, puisque il était établi que la femme enceinte circulait plus vite avec plus de sang. Tout ça a été rapporté sur notre protocole. On s'est juste adapté aux conditions physiologiques de la femme enceinte, qui était un débit supérieur, une volémie supérieure. Et donc, en termes d'examen, vous avez des meilleurs résultats. Maintenant, quel est votre taux? Alors maintenant, nous en sommes arrivés au bout de ces 5 ans. Nous avions un taux d'échec inférieur à 5%. Donc, nous étions partis, comme la plupart des collègues dans les services de radiologie dans le monde entier, d'un taux d'échec qui était 20-30%. On ratait régulièrement ces examens. Donc, aujourd'hui, au bout de 5 ans, sur les 5 dernières années, notre taux d'échec est inférieur à 5%. Donc, ça veut dire que vous êtes passé de 20% à 5% en appliquant ce protocole issu de vos travaux. Voilà. Et ce qui est important de noter, et je tiens à le souligner, c'est que ce n'est pas un protocole qui est dépendant d'une machine et qui n'est donc pas dépendant d'un constructeur. C'est juste le fait de s'adapter aux patients. Là, en l'occurrence, aux caractéristiques physiologiques de la femme enceinte. Donc, ce protocole peut être appliqué sur les 4 constructeurs majeurs qu'on connaît dans le monde de la radiologie. Merci beaucoup, Alfredo. Je pense que votre exposé va captiver les manipulateurs et les radiologues. Merci, à très bientôt. Je suis en duplex avec Jean-François Médère. Jean-François Médère, vous êtes président de la Société française de radiologie. Les JFR viennent de se terminer. Un premier bilan à chaud. Je sais que c'est pas facile à chaud et qu'il faudra attendre, mais un premier bilan. Le premier bilan à chaud, il est positif pour plusieurs raisons. D'abord, j'aimerais féliciter l'équipe qui s'en est chargée et en premier lieu le professeur Alain Luciani qui a présidé ce congrès. C'était un vrai challenge dans la mesure où on a su que très tardivement que les JFR présentiels étaient annulés.
Donc il a fallu en un temps record proposer un programme de qualité, c'était le cas, et l'enregistrer et puis faire des enregistrements d'ateliers, autant de choses qui n'étaient pas complètement prévues. Au total, le bilan est positif aussi parce que le programme a couvert la quasi-totalité de la spécialité. Il y avait des grands moments, en particulier une collaboration avec le Centre national des études spatiales qui a pu être signée, cette convention a pu être signée. Donc pour moi, c'est un excellent cru, bien que purement digital. Alors, excellent cru au niveau des conférences. Quid des gens qui se sont connectés, des pays francophones qui se sont connectés? Est-ce que vous avez quelques chiffres déjà à nous donner? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, ils vont être travaillés et on pourra vous les donner, je pense, à la fin de la semaine ou en tout début de semaine prochaine. Ce que je peux vous dire concernant les pays qui ont pu être en connexion directe avec notre congrès, il y a eu 32 pays étrangers. Ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ce sont des journées qui ont une vocation à être un congrès international. Bien évidemment, ce sont les pays d'Europe francophone qui sont les plus fréquemment, qui sont les plus abondamment connectés, et puis les pays d'Afrique du Nord. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que notre collaboration avec les pays hispanophones, en particulier d'Amérique latine, se solde aussi par un succès. Le 6e pays à être connecté est l'Argentine. Donc pour nous, ce sont des éléments extrêmement importants pour le rayonnement de notre spécialité. Alors on comprend bien que ça fonctionne bien, cette CJFR digitale au niveau des conférences, au niveau des échanges. Quid de l'exposition? Là, c'était plus compliqué de s'adapter. À l'exposition technique, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, ce d'autant que les partenaires industriels, et que je veux remercier parce qu'ils ont été, à notre égard, ils ont été extrêmement confiants. Les partenaires industriels souffrent de cette possibilité de communiquer purement digital. Il est vrai que le relationnel est important dans leur métier. Donc, je pense qu'on ne pourra pas se priver à l'avenir de congrès en partie présentiel. Ce n'est pas possible. Tout en digital, c'est parfaitement impossible. Mais il y a eu quand même plus de 100 partenaires industriels qui sont venus exposer leurs produits. Cette crise, elle est révélatrice aussi de l'avenir finalement des sociétés savantes dont l'équilibre financier repose sur les cotisations, mais aussi sur l'organisation de ces gros salons. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors, nous réfléchissons bien évidemment à ça. On n'a pas encore les résultats de notre exercice de l'année. L'année n'est pas finie, mais ça sera certainement une année difficile. Et un petit groupe, le bureau restreint de la Société française de radiologie, réfléchit à un modèle de financement de société qui sera différent à l'avenir. Moi, je ne crois pas au développement et à la pérennité des sociétés savantes qui ont comme seule ressource financière les adhésions. Aujourd'hui, un membre d'une société savante a tellement de façons d'accéder à l'information avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a sur Internet, que le besoin d'appartenir à une société et de bénéficier de l'information est certainement moins important, en particulier dans le public jeune. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui va intégrer des informations plus concises, plus répétées, passent par les réseaux et des modèles financiers différents. Et pourtant, les sociétés savantes ont leur importance. On l'a bien vu pendant cette crise de la Covid, où elles ont produit rapidement une information nécessaire. Écoutez, Monsieur Dousseau, je vous remercie de le signaler. C'est vrai que la Société française de radiologie, avec ses sociétés affiliées, en particulier la Société d'imagerie thoracique, a pu proposer à tous ses membres et à l'ensemble de la communauté médicale des recommandations de bonnes pratiques qui ont été extrêmement bien suivies et qui ont d'ailleurs été reprises par la Haute Autorité de Santé. Donc oui, les sociétés savantes, c'est finalement une garantie de solidité scientifique. Il faut impérativement maintenir ces sociétés, mais je le dis, c'est le modèle financier qu'il faut peut-être revoir. Je vous remercie, on se revoit peut-être dans un mois pour un bilan définitif. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Le JT de la radiologie.